nous sommes à la fois législateurs et sujets, c'est-à-dire que si l'on se pense raisonnable, il y a une loi qui s'impose et à laquelle nous devons obéir, mais d'autre part, cette loi de la raison, c'est nous, au fond, qui la décrétons en tant que ce qui est le sujet pur, le sujet même de la pensée, et qui est ce à quoi s'accrochent toutes les lois. Donc le sujet est en quelque sorte à la fois celui qui obéit, mais à la fois celui qui commande. Il y a une sorte de dualité, de double face du sujet que l'on pourrait dire le sujet transcendantal et le sujet empirique. Et quand nous obéissons à quelque chose, pour Kant, on n'obéit pas à Dieu qui aurait commandé quelque chose, c'est bien nous, en tant qu'être raisonnable, qui sommes sujets sur quelqu'un qui va être raisonnable, justement, en obéissant à ce que ce sujet a commandé. Donc c'est là que se trouve cette sorte de coupure, de pli, si l'on peut dire, mais qui n'implique pas quelque chose qui soit à proprement parler chez Kant, le corps, bien que cette notion de pli entre les deux pourrait nous faire penser à un sujet qui soit celui de la pensée et d'autre part un autre qui est incarné, ce n'est pas exactement le plan sur lequel se pose Kant. On peut lui objecter d'ailleurs à ce moment-là, parce que la formule est très ambiguë, elle est riche de sens, mais elle n'a pas un sens unique, c'est certain. Ce que veut dire Deleuze, je ne sais pas quelle est la référence du texte, mais nous cessons d'être sujets, mais d'abord parce que nous cessons d'être législateurs, c'est précisément qu'il n'y a pas il y a une différence, mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est-à-dire que le fait d'être sujet est toujours quelque chose qui implique que l'on soit sujet légiférant. Retenons cette formule. C'est dans la philosophie critique de Kant, c'est ça. On peut retenir cette formule qui renvoie à la maxime universelle kantienne. Comme ça, on peut passer au troisième point. Je lis, c'est une passage de Jacques, dérivé de Kant avec Sade. C'est la transcription. C'est la troisième. Oui, le troisième. C'est la transcription que Lacan fait Excuse-moi une seconde. Là, il aurait fallu peut-être conclure. Nous cessons. Ce que veut dire, je n'ai pas présent à l'esprit sa philosophie critique de Kant. Mais là, c'est dans quel contexte dit-il ça? C'est pas Kant qui dirait ça, c'est lui-même qui le dit en commentaire de Kant. Oui. C'est lui-même qui éclaircit quelque chose à propos de la deuxième critique de Kant, la maxime universelle kantienne. Ah oui. Alors, ça fait penser un peu à Peggy qui dit dans un texte, il répond cela à Daniel Lévy, qui est un de ses amis dans les cahiers de la quinzaine, et qui écrit, c'est ça, vous allez donner des arguments tirés de Kant, mais Kant a les mains pures, dit-il, c'est certain, vous avez raison de parler du point de vue de l'universel. Kant a les mains pures, mais il n'a pas de main. C'est une phrase qui est restée célèbre dans la critique de Peggy. Elle est un peu... elle est aussi un peu difficile à élucider. On comprend ce que cela veut dire. Ça veut pas dire que
que la morale de Kant ou l'universalisme de Kant n'est pas de portée et qu'il n'y ait pas des gens qui puissent agir relativement à cet impératif, mais qu'il n'est pas du tout engagé dans l'homme réel. Il n'est pas engagé dans quelqu'un, ce n'est pas un sujet qui soit un homme réel, ayant un corps, ayant des mains. C'est quelque chose qui est tiré uniquement de l'abstraction. Ensuite, il dit il y a des actions qui sont morales, qui ne sont pas du tout à universaliser, etc. C'est l'ensemble du système de Kant qu'il démolit, adoptant lui-même une position qui est plutôt proche de la position bergsonienne, de l'action de la personne dans sa totalité comme action libre, qui s'oppose surtout dans le domaine de la critique à l'égard de Kant à la forme extrêmement abstraite qu'il donne à l'identité du sujet, qui est une sorte dans qu'est-ce que la philosophie s'est repris avec cette sorte de ressassement permanent du je pense, de l'identité vide et conceptuelle du je pense, ou dans les formules par lesquelles il présente poétiquement l'œuvre de Kant, lorsque il fait apparaître dans l'opposition, dans la relation entre le sujet transcendantal et le sujet empirique, la formule poétique de Rimbaud, « je est un autre ». Donc il y a toujours chez Deleuze cette sorte de critique ou de déconstruction du sujet kantien qui fait que à la fois sur le plan du jugement, en finir avec le jugement, à la fois à propos de l'identité du sujet, on pourrait dire qu'il y a à en finir avec le sujet, puisqu'il dit à plusieurs reprises, il n'y a pas d'unité substance, il n'y a pas d'unité du sujet. Et le sujet n'est pas une substance chez Kant, d'autre part. Mais c'est un je pense qui accompagne toutes mes représentations. C'est quelque chose qui est un concept, c'est une sorte de face subjective, si l'on peut dire, du concept. Tandis que pour Deleuze, il n'y a pas de sujet, il y a des processus de subjectivation, comme pour Foucault d'ailleurs, mais il n'y a pas possibilité d'identifier un sujet pur, et encore moins un sujet qui soit celui de la législation universelle. Donc c'est sur ce plan-là que Deleuze se situe. Il n'a pas abordé d'ailleurs les conceptions intéressantes de Kant sur le mariage ou sur la sexualité. On peut les déduire, on peut les relier, si l'on veut, à une analyse de type deleuzien, mais on ne trouverait pas chez Deleuze une analyse de ces textes de la métaphysique des mœurs. Il serait intéressant de le faire de ce point de vue. Moi quand j'en ai fait l'étude, je n'ai pas cherché à les faire en conformité avec une optique particulière, ni celle de Foucault, ni celle de Deleuze, mais on pourrait essayer de chercher à le faire. Avec Sade, où Lacan transcrit quelque part quelque chose qui définit comme maxime sadienne. C'est pas Sade qui a défini justement une telle maxime, mais Lacan intervient et transcrit quelque part une maxime sadienne. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, dans Kant avec Sade, il veut dire que la pensée du Kant, c'est intéressant comme idée d'ailleurs, j'ai à suivre, que
il y a une opposition incontestable entre la pensée de Sade et l'ensemble de son œuvre écrite romanesque sur la sexualité, et d'autre part la morale rigoureuse qui apparaît strictement rationnelle et incorporelle de Kant. Mais d'autre part, du point de vue de la forme, il est possible de donner au système de Kant une forme d'universalité tout aussi bien que Kant, parce qu'on peut tout aussi bien dire on peut tout aussi bien universaliser que dans le système de Kant les formules qui sont celles du droit à la jouissance, alors que chez Kant, c'est au contraire le droit à ne traiter la personne humaine que comme fin et jamais comme moyen. Mais on peut fort bien universaliser en disant j'ai le droit absolu de jouir de ton corps et j'universalise cela. Si c'est universalisé, l'autre aussi a le droit de jouir du mien. Donc le rapport se trouve à ce moment-là complètement transformé et c'est une question qui demande de s'inscrire dans une autre problématique. Oui, je te laisse la parole. Donc c'est bien nous, en tant qu'êtres raisonnables, qui sommes sujets sur quelqu'un qui va être raisonnable, justement, en obéissant à ce que ce sujet a commandé. Donc c'est là que se trouve cette sorte de coupure, de pli, sinon. Mais d'autre part, cette loi de la raison, c'est nous, au fond, qui la décrétons en tant que ce qui est le sujet pur, le sujet même de la pensée, et qui est ce à quoi s'accrochent toutes les lois. Donc le sujet est en quelque sorte à la fois celui qui obéit, mais à la fois celui qui commande. Il y a une sorte de dualité de tout. Nous sommes à la fois législateurs et sujets, c'est-à-dire que si l'on se pense raisonnable, il y a une loi qui s'impose et à laquelle nous devons obéir, ou le face du sujet que l'on pourrait dire le sujet transcendantal et le sujet empirique. Et quand nous obéissons à quelque chose, pour Kant, on n'obéit pas à Dieu qui aurait commandé quelque chose,